Voici maintenant un récit poignant où s'entremêlent manipulation et machiavélisme, amour et haine. C'est celui de Françoise, dite Fanfan, une femme victime d'un secret de famille que ses propres enfants ne soupçonnent même pas. Le combat de toute une vie pour découvrir la vérité à travers une page sombre de notre histoire. Quand je regarde ce parcours, je me dis que je pourrais pas le refaire, quoi. Ça m'a épuisée, tout ça. Je pourrais pas le refaire. C'est quelqu'un qui a eu une vie extrêmement douloureuse et qui a une espèce d'élégance, de pudeur, de prendre ça avec un grand sourire, alors que j'en connais beaucoup qui ne se seraient jamais remises d'une enfance pareille. Dans l'univers du spectacle et du divertissement, Fanfan est une référence. Elle est programmatrice artistique. C'est elle qui invite les artistes dans les grands shows télévisés. Durant des années, elle a promené son élégante silhouette sur des centaines de plateaux de cinéma et de télévision. J'ai commencé ma carrière avec Jean-Claude Brialy pendant 7 ans. J'ai fait tous ses films. Ensuite, il m'a présenté à Marietti et à Gilbert Carpentier, que j'adorais. Et puis là, je suis restée 25 ans avec Marietti et Gilbert Carpentier à faire des numéros 1, des shows extraordinaires, et avec tellement d'artistes, tellement de stars, que c'était toujours la fête, quoi. C'était vraiment bien. C'est ça que je cherchais, en fait, la fête. Nous étions voisins de plateau, si j'ose dire, avec les Carpentiers, puisque moi je faisais des émissions du dimanche après-midi au but de Chaumont. Et avec les Carpentiers, c'était Noël tous les samedis. Il n'y a pas une émission qui a fait plus rêver que les Carpentiers. Et voilà, et personne ne saura jamais qu'il y avait une petite fille qui le jour avait envie de pleurer et qui sur les plateaux des Carpentiers avait envie de sourire. Parce que quand on la voit ce soir avec ce sourire, cet œil bleu pétillant, cette joie de vivre, ce bonheur, on ne peut pas imaginer que Fanfan a connu l'enfer. Je voulais pas le réel. C'était très éprouvant pour moi et je savais que cette branche-là m'apportait du rêve et que je pourrais tenir debout, et ça occultait complètement toute la face sombre que j'avais. Elle est d'une ultra-sensibilité. Elle peut passer du rire aux larmes. Elle peut avoir envie de faire la fête et puis d'un seul coup avoir un voile sombre dans le regard, dans ce regard bleu, où on sent qu'elle est très triste, qu'elle est mélancolique. C'est quelque chose qui a dû l'empêcher de dormir pendant des années, parce qu'on ne dort pas bien quand on a ça, quand on a ce secret de famille qui pèse de tout son poids. L'histoire de Fanfan débute sous une mauvaise étoile. Nous sommes le 2 janvier 1945. Fanfan est une enfant non désirée. Sa mère la place en famille d'accueil, puis dans une institution religieuse. Les premières images, c'est chez les sœurs, où on se faisait tout le temps disputer pour un oui, pour un non. C'était terrible. On était tout petits, vraiment, mais bon, elles n'étaient pas gentilles. On était placés là pour un petit moment, en attendant que peut-être que la mère se rétracte. C'était quelque chose comme ça, quoi. On était comme des petits canards, là. On était tous sur des bancs. Il y avait une espèce, soi-disant un cachot noir, mais ça devait être une petite pièce. Et si on n'était pas gentil, elle nous menaçait toujours du cachot noir. Je devais avoir 3 ans, un truc comme ça, quoi, pas plus. Ça marque quand même, ça. Entre nous, on se disait intérieurement, parce qu'il ne fallait pas trop parler, moi j'ai une maman, c'est une fée, elle est belle, elle va venir me chercher. On pensait qu'à ça tous. Puis la nuit, moi je me souviens très bien, on pleurait et on appelait nos mamans. J'entendais, moi je disais rien, et j'entendais les autres petits-enfants dire « je veux ma maman », comme un enfant dit, quoi. Ensuite, on m'a placée dans des fermes, dans les Landes, dans la Sarthe, en Bretagne aussi. Il fallait tout île, cueillir les haricots, ramasser les pommes de terre, donner à manger aux lapins, aux cochons. Et c'est une horreur parce que ça sent très mauvais, et c'est très moche un cochon. Et j'étais trop petite, j'arrivais pas à tenir le seau. Ils me faisaient peur, ils étaient énormes et sales. Enfin bon...
J'étais pas toute seule, il y en avait d'autres comme moi. Après la guerre, les enfants accueillis rendaient service. On pouvait utiliser plus facilement les enfants aux travaux des champs ou à s'occuper des animaux. C'était des placements ruraux, souvent chez des femmes seules, souvent âgées, souvent dans des milieux très modestes. Parce que comme il n'y a pas de salaire, mais il y avait une petite pension, ça attirait que des gens qui avaient des revenus modestes et qui pouvaient être intéressés malgré la faiblesse de la pension. On leur donnait une médaille avec un numéro, et chaque année, l'inspecteur passait pour vérifier que l'enfant était toujours vivant et qu'il était bien là. Parce que sinon, il y a des personnes, l'enfant était décédé, mais il continuait à recevoir la pension pendant des années et des années. Alors, ce n'était pas le tatouage, mais encore que ça n'était pas très loin. La vie, elle était rien. Ils remplissaient leur mission, ils nous donnaient à manger, on avait un toit, il n'y avait pas d'amour, il n'y avait pas de tendresse, il n'y avait rien. De tout ce que nous, on avait besoin, ils ne nous le donnaient pas, quoi. Ce qu'on peut regretter dans les placements de l'époque, c'est qu'il y avait une grande discontinuité. L'enfant ne restait pas très longtemps. Alors c'était souvent, quelquefois 6 mois, quelquefois 1 an, quelquefois 2 ans. C'était les assistantes sociales de l'époque qui disaient aux familles d'accueil, parce qu'elles voulaient éviter les difficultés à venir, évidemment, ne vous attachez pas trop. C'est vrai que quand on aime, on s'expose à souffrir. Si on aime, on s'expose à... Chaque rupture est une souffrance, alors que si on n'aime pas, si on ne s'attache pas, c'est plus facile. Mais on sait aujourd'hui qu'il vaut mieux souffrir et avoir été aimé que ne pas avoir été aimé. On regardait les vrais enfants des fermes bien s'amuser, puis nous, on était là à les regarder, les envier, quoi. C'était évident. On savait qu'on n'était pas comme les autres et que voilà, il fallait poser aucune question, en fin de compte. Par contre, la Bretagne, j'ai des souvenirs très émus parce que il y avait une dame, ils ne parlaient pas en Bretagne, personne ne se parlait, c'était curieux. Et cette dame, je la trouvais très belle parce que le dimanche pour la messe, elle mettait plein de jupons noirs, plein de jupons noirs, plein de jupons noirs. Ces beaux cheveux noirs qu'elle lissait. Et savoir qu'une chevelure pareille finissait pas plus gros qu'une pomme sous sa coiffe, c'était incroyable. On mangeait des crêpes le vendredi et elle m'emmenait à l'église. Alors ça, j'étais contente. J'ai un très beau souvenir de la Bretagne. Nous sommes au début des années 50. Fanfan a 6 ans. Elle a grandi sans amour et attend une vie meilleure. Un beau matin, une certaine Brigitte vient récupérer la petite Fanfan dans sa famille d'accueil. Et sans aucune explication, Fanfan part alors vivre chez Brigitte et son mari, en banlieue parisienne, à Choisy-le-Roi. C'était à HLM, ça je m'en souviens très très bien. C'était limite Choisy-le-Roi, Orly, c'était tout en haut, dans Saint-Thérèse-Vague, les HLM, quoi. Je m'en souviens très très bien. J'avais un recoin, c'était une sorte de pièce qui n'est pas finie, enfin qui n'a pas de cloison. Et puis il y a une toute petite cloison, puis derrière, je couchais là. Cette Brigitte, c'était une femme qui n'avait absolument aucune éducation, aucune instruction, et qui avait rien à dire, en fait, rien. Elle était haineuse de la vie, haineuse de sa vie. Elle n'aimait pas sa vie, cette femme. Elle était mariée avec un monsieur merveilleux, parce qu'il la supportait déjà. Puis en plus, il avait été dans un stalag pendant la guerre. Il était revenu usé. Et il avait envie d'avoir la paix, donc il avait trouvé une façon à lui d'avoir la paix, c'est qu'il buvait beaucoup. Elle avait des crises qui montaient et je voyais qu'elle allait taper, quoi. C'était clair, je la voyais se transformer. Elle était tellement forte et tellement terrible que moi je disais rien. Les coups pleuvaient et je ne disais rien. Je me laissais taper dessus, je cachais mon visage. Puisque elle, c'était toujours sur le visage et toujours les cheveux. Et puis son mari, donc je lui ai demandé plusieurs fois, je dis quelque chose, dis quelque chose. Alors il m'a répondu, qu'est-ce que je dise? T'es même pas ma fille.
Ils avaient des habitudes d'aller chez un couple avec des enfants. Bon, ils avaient des copains, des amis, comme tout le monde. Et puis, ces mêmes personnes venaient aussi chez eux. Et comme ils devaient boire pas que de l'eau, à mon avis, tous. Et donc, à la fin des repas, ça se terminait toujours dans des drames épouvantables, dans des engueulades entre eux, mais mémorables. C'était terrible. Et je me disais, mais alors, mais c'est pas vrai, mais qui sont ces gens? Et je ne savais pas qui étaient ces gens. Mais ça se terminait toujours dans des reproches épouvantables, dans des trucs, avec tout ce que j'ai fait pour toi, enfin des trucs épouvantables. Et il devait y avoir un lourd secret entre elles deux, parce que c'était pas... Pour qu'il y ait autant de haine entre ces deux femmes, et que vraiment... Comment est-ce possible? Les conditions de vie de Fanfan sont extrêmement précaires. La misère et l'alcool sont le quotidien du couple chez qui elle réside. Entre violence et brutalité, Fanfan sent bien qu'elle est de trop. Il n'y avait pas d'amour, quoi. Elle m'aimait pas. Le truc, il est là, c'est qu'elle m'aimait pas. Franchement, j'ai passé toute mon enfance dans la haine, quoi, des autres. Je dis, mais qu'est-ce que je vais devenir là-dedans, moi? Je regretterais presque les fermes. J'avais quand même compris dans les grandes lignes qu'il s'agissait, qu'on était quand même sur un sujet très grave, qu'on était sur de la maltraitance, qu'on était sur de la souffrance, qu'on était sur de l'abandon. Et donc ça a suscité en moi une rage, une colère, une haine, un besoin de protéger ma mère contre son passé, sans vraiment l'avoir compris, sans vraiment l'avoir cerné. C'est juste cette souffrance que j'arrivais quand même à percevoir chez elle. Et je me rappelle très bien rêver la nuit d'être en colère et de frapper quelqu'un qui lui faisait du mal. Elle me disait tout le temps, de toute façon, t'as bien de la chance que je te nourrisse, parce que ta mère c'est une putain, et tu seras comme elle. Ouais, sympa, hein. Moi, je me disais, Brigitte, continue ta haine, parce que comme ça, au moins, je sais que je viens pas de là, qu'il y a qu'une chose qui m'intéresse, c'est foutre le camp là-dedans, et de jamais avoir ta vie. Je lui disais pas, hein, forcément. Et comme cette femme voulait tellement qu'on dise que c'était une sainte, la Brigitte, elle allait à l'école raconter que j'étais abandonnée et de père inconnu. Et ça m'a, mais alors... Ça m'a travaillé toute ma vie, parce qu'en fin de compte, j'aurais préféré qu'on me dise ton père est mort, plutôt père inconnu. Ça, c'était pas possible pour moi. Je digérais pas ça. Père inconnu, c'est pas possible. Donc, père inconnu, pour moi, c'était affreux. Nous sommes en 1958. Fanfan est âgée de 13 ans. La jeune adolescente tente de se construire. Un exercice difficile, car à la maison, Brigitte joue avec ses sentiments et ne lui a pas tout dit sur son père. Souvent cruelle, elle ne lui épargne rien, pas même le pire. Un jour, je prends une douche et elle me dit, tu sais, tu te laves avec la graisse de ton père. Donc j'ai lâché le savon. Je dis, c'est la graisse de mon père. Elle me dit, oui, parce que tu savais pas, mais on faisait du savon avec la graisse des Juifs. Voilà, j'ai appris que mon père était juif comme ça. Elle me l'a dit pour me massacrer, quoi. De toute façon, elle a réussi. Sur le coup, j'étais massacrée parce que d'abord, je comprenais rien. Mais quand même, me laver avec la graisse de mon père, alors ça m'a totalement détruite sur le coup. Et puis après, je me suis dit, bon, de toute façon, maintenant, je sais que j'ai un père, un vrai, de vrai. Et donc, je suis partie voir le curé à Choisy-le-Roi. Et lui, il m'a expliqué l'histoire de la Shoah. Et gentiment, tout doucement, il était horrifié de savoir qu'on m'avait appris ça comme ça. Et il m'a expliqué, t'as sans doute un papa juif. Et comme elle t'a dit la graisse de ton père, il a dû être exterminé. Voilà. Il m'a expliqué l'histoire de l'extermination dans les camps. Et j'étais, je dois dire, scotchée complètement. Je savais plus si je devais prier, pas prier. J'avais appris quelque chose. Tal Brutman, vous êtes historien. Merci d'être venu répondre à nos questions. Fanfan s'entend dire « tu te laves avec la graisse de ton père ». Que signifie cette histoire de savon et qu'est-ce que cela veut dire? C'est une rumeur qui est née pendant la guerre,
dès 1942, qui voudrait que les Juifs, une fois assassinés, sont utilisés pour faire du savon à partir de graisse humaine. Et cette histoire-là, elle va parcourir toute l'Europe très rapidement. On la retrouve aux quatre coins de l'Europe pendant la guerre même. Et ensuite, elle va faire souche, s'enraciner et être pensée par les gens comme étant une histoire véritable. Mais pourquoi cette rumeur ? On ne sait pas exactement pourquoi, ni comment, mais une fois qu'elle se développe, elle s'enracine et surtout, il y a un événement qui va l'auto-justifier d'une certaine façon, c'est qu'en 1944, des scientifiques allemands à l'Institut anatomique de Dantzig vont essayer de faire du savon à partir de graisse humaine. Ça va rester qu'une tentative, mais de fait, en existence, cette tentative va venir valider après coup la réalité. En revanche, on sait que les nazis ont utilisé, notamment à Auschwitz par exemple, des restes des victimes juives pour faire par exemple des matelas avec des cheveux ou du tissu à base de cheveux, ou utiliser les cendres comme engrais dans les champs aux alentours. Malgré la violence insupportable de cette révélation, Fanfan obtient 2 informations. La première, terriblement douloureuse à entendre, son père est mort. La seconde, Fanfan aurait des origines juives. Alors, pour poursuivre sa quête d'identité, Fanfan se raccroche à son dernier espoir, sa mère. J'idéalisais ma mère. Ma mère, c'était ma fille aux grands cheveux blonds, aux yeux verts. Et je n'en démordais pas. Et de toute façon, un jour, je la retrouverai. On se ferait plein de bisous. Et j'écrivais des poèmes pour elle, que c'était la plus belle du monde. Et je la dessinais. Alors, avec des cheveux blonds, forcément. Voilà, je pensais qu'à ça. Nous sommes au début des années 60. Les temps sont durs pour la famille d'accueil de Fanfan. Alors, un matin, Brigitte décide de la déscolariser pour l'envoyer travailler à l'usine. Pour Fanfan, ce coup du sort va s'avérer être en réalité un coup de chance. Là, je fais une rencontre magique parce que je pense que cet homme dont je me rendais compte à l'âge que j'ai, je me souviens le nom de cet homme, il s'appelait Michel Poutrin, très très grand et très gentil. Et il était contremaître de toutes ces femmes, contremaître de l'usine des femmes. Et il a dû se dire, comme il avait des enfants, c'est un monsieur formidable, il a dû se dire, mais qu'est-ce que fait ce petit bout de chou-là, toute seule, enfin, c'est pas possible. Puis il m'a offert un livre, L'homme c'est inconnu. Ça, voilà, le premier livre de ma vie que j'ai lu, c'est L'homme c'est inconnu, offert par ce Michel Poutrin. Il a demandé au directeur de l'usine de me payer des cours de sténodactylo et d'avoir un diplôme de sténodactylo. Et si je l'avais, on m'enverra à Paris. Et voilà, quoi. Il a été déterminant pour moi, cet homme-là. Il fallait que j'apprenne la dactylo, la sténo, les signes, hein, quand même. Et donc, forcément, j'allumais la lumière dès qu'ils étaient couchés, la Brigitte et son mari. Mais elle voulait pas. Alors donc, elle avait trouvé une astuce folle. C'est qu'elle m'avait retiré la lampe. Voilà. Donc, je pouvais plus allumer la lumière pour apprendre les signes. Donc, j'allais aux toilettes. Et j'ai essayé de ruser. Elle avait retiré aussi la lampe des toilettes. J'en avais tellement marre qu'une fois, j'ai voulu me suicider. Alors, on m'avait raconté que si je prenais de la bière avec de la cendre de cigarette, j'allais mourir, donc je l'ai fait. J'ai ramassé tous les cendriers des gens qui fumaient. J'ai mis ça dans un gobelet et j'ai piqué de la bière à un des hommes de l'usine. Et je me suis avalé ça d'un trait, j'ai attendu la mort, quoi. Bon, évidemment, je suis pas morte. Mais j'en avais vraiment assez, j'avais envie de... Vraiment, là j'en avais vraiment marre, quoi. Quelques mois plus tard, grâce à son courage et à sa volonté, Fanfan obtient son diplôme de sténodactylographie. Très vite, elle décroche un premier emploi dans une imprimerie parisienne. C'est sur son lieu de travail que Fanfan fait une rencontre décisive. Son premier amour. Un jour, il m'attendait en bas du bureau, puis il m'a dit « J'aimerais bien qu'on aille au cinéma et tout ça, mais j'ai pas le droit. Je n'ai absolument pas le droit de sortir, je suis chronométrée, je n'ai pas le droit de sortir. » Alors il m'a dit « Écoutez, si vous voulez, au lieu de prendre le métro et l'autobus, de temps en temps, je vous emmènerai avec ma voiture jusqu'à chez vous, comme ça on pourra parler dans la voiture. »
Et donc, moi, j'étais contente. Hein. C'était Las Vegas pour moi, hein, sa voiture. C'était une 2 chevaux camionnette. Mais c'était, d'un seul coup, c'était extraordinaire, quoi. Et il chronométrait pour pas que je sois en retard, pour pas que je me fasse taper dessus. Mais pendant ce temps, il me parlait. Et je lui dis, j'ai pas le droit. C'est où le mariage où j'ai pas le droit de sortir, quoi. C'est comme ça. Et je suis placée chez elle jusqu'à 21 ans. J'en avais que 14. Donc, il était obligé d'aller demander ma main, quoi. Et moi, j'étais très contente parce que je savais que dès l'instant où je serais mariée avec lui, je serais majeure. Et je serais plus sous la coupe de cette femme. Pour Fanfan, ce projet de mariage est une bénédiction. L'occasion de fuir un foyer où elle est maltraitée, de voler enfin de ses propres ailes. Mais il reste encore un détail à régler. Obtenir l'autorisation de Brigitte. La Brigitte, elle dit oui, mais comme tu es mineure, il va falloir l'autorisation de ta mère biologique. Ta vraie mère. Elle disait comme ça, ta vraie mère. Moi, je ne savais pas de quoi me parler, enfin bon, bref. Et alors là, elle est rentrée en contact avec un homme de loi qui a été obligé, lui, de faire des recherches pour retrouver ma mère, ma vraie mère, qui s'était, de toute façon, remariée depuis longtemps, enfin mariée depuis longtemps. Et donc, il les a retrouvés. Enfin, je vais rencontrer ma reine, quoi, ma fée, ma reine, ma sublime, ma tout, quoi. J'aurais tout pardonné. Elle pouvait me reprendre à 14 ans ou 15 ans, c'était pas grave. Moi, j'étais contente, si elle voulait bien. Voilà. Donc, j'y allais avec plein d'amour, moi, hein, pour la retrouver. Cette rencontre a lieu quelques semaines plus tard. Nous sommes en janvier 1961. Pour la première fois, Fanfan va rencontrer sa mère biologique. À sa grande surprise, ce n'est pas une inconnue. Quand elle a ouvert la porte, j'ai reconnu la femme chez qui Brigitte, son mari et moi allions très souvent le dimanche déjeuner. Et c'est cette femme dont les repas se terminaient en hurlements, en déferlements de haine, de reproches et de tout nom d'oiseau. Et d'un seul coup, c'était elle était devant moi. Franchement, là, c'était terrible. Pour moi, à tous les niveaux, c'était terrible. La grande déception qu'elle m'appelle mademoiselle. En plus, j'ai réfléchi à toute vitesse. Je me suis dit, elle est venue, on s'est vu depuis que je suis toute petite. Moi, je ne fais que de rêver d'elle, de faire des dessins d'elle, de lui faire écrire des poèmes et tout. Et elle était à côté de moi, elle me touchait pas, elle m'embrassait pas. Elle me disait pas, ma petite fille chérie, je suis ta vraie maman et tout ça. Elle me disait rien. Elle était vraiment comme quelqu'un de très anonyme qui vient dîner, déjeuner chez des amis, quoi. C'était imperméable, indifférent. Aucune... rien. Son non-amour pour moi, d'un seul coup, elle est devenue laide. En fin de compte, si elle avait été gentille, je l'aurais trouvée très belle. Hein. Si elle m'avait prise dans les bras, embrassée et tout ça, je l'aurais trouvée très belle. La déception de Fanfan est à la hauteur de ses espoirs. Si indifférente soit-elle, cette femme est donc sa mère. D'un coup, tout s'éclaire. Brigitte est la sœur de sa mère. Fanfan vit donc depuis l'âge de 6 ans chez sa tante. Ça devait être un deal d'enfer entre les deux sœurs. Et c'était un truc, ils avaient dû se jurer des choses quand je suis née. Et bon, chacun restait dans sa logique, chacun restait dans son serment. Et moi, j'ai réussi quand même à dire 2 mots en tête-à-tête à ma mère, en lui disant « Mais pourquoi tu m'as laissée ? Enfin, pourquoi vous ?» Puisqu'elle vous voyait, m'avait appelée mademoiselle. Je dis « Pourquoi vous m'avez laissée ?» Elle m'a répondu « Je ne pouvais pas faire autrement. » Ça, c'est un mot que je n'oublierai jamais. Et je lui ai dit « Mon père, comment il s'appelle mon père ?» Parce que je savais qu'il était juif et tout ça, mais je ne savais pas comment il s'appelait. Et elle m'a dit le nom de mon père. La page est tournée là-dessus. Enfin, je l'ai tournée sans regret. Même pas de remords. Je sais pas en plus qui est mandé, qui reste entre eux. J'ai assez rêvé, j'ai assez rêvé.
J'étais anéantie, mais en fin de compte, j'ai toujours été quelqu'un qui... j'ai vu le positif. Le positif, c'est que j'avais le nom de mon père, voilà. Je savais par l'autre sorcière qu'il était juif, et je savais par elle le nom. Donc le positif, c'était ça pour moi. La porte se fermait sur la mère, mais tout s'ouvrait sur le père. Boris Cyrulnik, vous êtes psychanalyste, vous avez longuement travaillé sur les secrets de famille. Merci d'être avec nous ce soir. Brigitte se révèle être la sœur de la mère de Fanfan. Comment les deux sœurs arrivent à faire un tel pacte vis-à-vis de Fanfan? Alors dans les familles, c'est pas rare, hein. Les pactes familiaux autour de l'inceste, autour d'enfants conçus par un autre homme et gardés dans la famille, autour de trésors, de trahisons. Et les sœurs, les parents sont très souvent complices. Et cette complicité entraîne très souvent des troubles de la relation. Je sais quelque chose sur toi, si je le dis, je vais te fracasser. Donc j'ai un pouvoir sur toi. On est tenu par le secret, on est lié par le secret. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se séparer. On a passé un pacte avec le diable. Fanfan a toujours idéalisé sa mère. Depuis l'enfance, elle la rêve comme une fée aux cheveux blonds. Lorsqu'elle découvre qui est sa vraie mère, est-ce qu'il y a un effet dévastateur sur Fanfan? Les seuls parents parfaits sont les parents morts. Les mères sont toujours jeunes, elles sont blondes. Les pères sont jamais fatigués, jamais injustes. On idéalise sa mère. On la recherche parce qu'on recherche toujours un idéal. Et le jour où on la rencontre, enfin, elle est froide, elle est distante, elle est fatiguée, elle n'est pas belle, elle nous met à distance, elle ne nous aime pas, elle n'a pas appris à s'attacher à nous, on est déçu. Et cette déception est parfois un soulagement. C'est-à-dire que bon, ça va maintenant, ben voilà, mes rêves, il va falloir que j'y renonce, maintenant il va falloir que je me construise une autre vie. Beaucoup d'enfants abandonnés se réfugient dans l'imaginaire. Et il y a parmi les orphelins un nombre anormalement élevé d'artistes, d'écrivains, de gens qui développent l'imaginaire parce que le réel est insupportable. Et là, au moins, il y a de la beauté, il y a de la gentillesse. Suite à cette rencontre, Fanfan coupe les ponts avec sa mère biologique, mais aussi avec Brigitte. Pour retrouver le secret de ses origines, elle ne dispose alors que d'un maigre indice, le nom de son père, Georges Halévy. Malgré la naissance de sa fille Myriam en 1964, c'est le début d'une période chaotique. Fanfan divorce, puis elle se remarie en mars 1979 avec un jeune avocat parisien. Il avait une famille tellement unie, tellement grande, tellement amoureuse de tous ensemble, tellement la famille dont on rêve de toujours. À chaque fois, quand je sortais de là-bas, je sentais le précipice de mon côté, de rien. J'avais rien le jour de mon mariage, j'avais 3 copines, c'est tout. Et puis, comme on était tellement proches, il savait que je souffrais de qu'il n'y avait rien. Et donc, il a commencé à faire des recherches en tant qu'avocat. Je me souviens donc cette espèce d'attente tous les soirs en mangeant. Donc alors, que s'est-il passé? Donc les choses sont arrivées comme ça. Mais en même temps, comme elle ne voulait pas me faire peser en fait sur moi, me faire peser cette lourde histoire, donc elle n'en était pas dans l'exagération pendant toute la journée, dire j'angoisse, qu'est-ce qu'il va savoir. Donc elle était plutôt dans en fait beaucoup de retenue. Plus ça devenait, comment dirais-je, plus ça devenait impressionnant pour elle, plus elle avait une retenue qui faisait que le quotidien, pendant toute cette recherche, n'a pas été très spectaculaire. Et un jour, il rentre à la maison, il me dit « Est-ce que tu es assez forte pour écouter ce que je vais te dire ?» Alors je dis « Oui, bien sûr, moi toujours la nana qui montre pas et qui veut pas dire les souffrances et tout. » Et il me dit, ben voilà, j'ai retrouvé le nom, en fait, avec le nom de ton père, j'ai retrouvé toute l'histoire. Et écoute, voilà, t'es bulgare, t'es une juive bulgare, et tes grands-parents étaient professeurs de lettres à Sofia. Ils étaient partis en 1917 de Bulgarie pour aller en Allemagne. Et mon père est né à Wiesbaden en Allemagne.
la montée du nazisme en Allemagne. Ils ont dû pas y croire au début, d'après ce que j'ai compris. Donc, ils sont venus en France, s'installer en France, en disant ça passera jamais, ça viendra jamais en France. Il a été déporté le 26 avril 1944 et il est exterminé le 5 mai, voilà. Ou le 4 ou le 5 mai, enfin. Ils n'ont pas laissé souffler. Hein. Son père, malheureusement, a eu le dernier train qui allait vers les camps de concentration. Et elle a découvert que c'était le voisin dans l'immeuble qui l'avait dénoncé. Le père avait, je crois, 23 ans. Alors comment peut-on dénoncer quelqu'un de 23 ans qui était déjà, je suppose, dans l'effroi d'être découvert? Le père de Fanfan aurait été dénoncé. Est-ce que vous avez des informations à ce sujet et que s'est-il passé après, pour lui, après cette dénonciation? On ne sait pas exactement dans quelles circonstances il a été arrêté. La délation est une possibilité. On sait qu'en avril 1944, on est dans la période de la traque, après les grandes rafles en 1942-1943. Là, les Allemands essayent d'arrêter les Juifs un peu partout, et en utilisant notamment à Paris la police française, ils arrêtent les Juifs sur n'importe quel prétexte. Donc on a une myriade de possibilités, dont la délation qui en est une parmi d'autres. Et après, il arrive à Auschwitz, et que se passe-t-il? On perd sa trace? Le convoi arrive le 1er mai à Auschwitz. On sait qu'environ un peu plus de 900 personnes vont être envoyées directement à la chambre à gaz pour être assassinées, et qu'une centaine vont être sélectionnées pour le travail. Et on peut supposer que lui, au vu de son âge, fait partie de ces personnes qui ont été choisies pour aller travailler. D'autant plus qu'il y a un document qui indique qu'il serait mort le 4 ou le 5 mai 1944, c'est-à-dire pas immédiatement à son arrivée, mais quelques jours après. Ce qui laisserait supposer qu'il a été sélectionné, qu'il est rentré au camp et qu'il est très rapidement mort pour une raison ou une autre. Fanfan connaît à présent une partie du secret de ses origines, mais elle n'est pas au bout de ses peines. Pendant plusieurs mois, son mari poursuit ses investigations et il va faire une autre découverte. Il me dit, il y a quelqu'un qui est vivant du côté de ton père. Alors là, je commençais à être complètement estomaquée et je dis, mais c'est qui? Il m'a dit, ta grand-mère. La mère de ton père, elle est vivante. Et alors là, il l'a appelé, il l'a contacté. Moi, j'avais l'écouteur, j'entendais la voix de ma grand-mère. Et il a bien fait de ne pas vouloir que je lui parle. Parce que moi, je lui aurais tellement dit, je veux vous voir, je t'aime, t'es ma grand-mère. Enfin, je serais partie dans un délire de fou, quoi. Elle était sur le point d'accepter un rendez-vous avec lui. Et elle a cessé, elle répondait plus au téléphone, elle a tout cessé. Et il lui a envoyé une très belle lettre en lui expliquant toute l'histoire de moi, parce qu'elle lui disait au téléphone, je comprends pas pourquoi elle se réveille au bout de 30 ans, pourquoi elle met tant d'années à essayer de nous retrouver. Et de toute façon, c'est pas possible, ils étaient pas mariés, je l'aurais su. Enfin, elle était dans une espèce de... Elle voulait pas, et à la fois, elle voulait un tout petit peu. Et finalement, elle a trop réfléchi. Mon mari lui a envoyé donc une belle lettre magnifique avec 3 photos, des photos de moi pour qu'elle se dise quand même, elle ressemble à son fils, quoi. Et puis elle a renvoyé la lettre, les photos, et quand mon mari a voulu la recontacter, elle était partie. Elle avait tout quitté, elle n'a pas voulu me voir. Avec cette fin de non-recevoir, se clôt pour Fanfan un chapitre de son histoire. C'est finalement cette même histoire qui va lui offrir la possibilité de faire son deuil. Le 25 janvier 2005 est inauguré à Paris le mémorial de la Shoah. Et si le nom de son père, Georges Halévy, y était gravé? Ce nombre de personnes qui attendaient dans un silence, on n'entendait que des larmes, que des gens pleuraient. Il n'y avait que des sanglots. Et on est rentrés les uns après les autres, et puis on cherchait vous savez, comme des gens fébriles, on cherchait notre nom, quoi, notre nom, quoi. On le cherchait. Tous les gens avaient la même démarche. On cherchait le nom, ce nom chéri que tout le monde aimait, chacun le leur, quoi. Et tout ça dans des sanglots. Et puis quand j'ai trouvé le nom,
J'ai mis ma main, comme tout le monde faisait la même chose, forcément. J'ai mis ma main, et c'était un peu haut, alors donc j'ai mis ma main, je faisais des baisers, comme tout le monde faisait la même chose, avec chacun le sien. Et c'était un moment de bouleversant, où nous avons vraiment beaucoup pleuré. Parce que d'un seul coup, moi j'existais aussi parce que ce nom était là sur ce mur. Mes enfants existaient parce que d'un seul coup, il y a eu une boucle de bouclés, et puis toute cette souffrance que ma mère gardait en elle, ça a été une délivrance aussi. Et puis c'est drôle, j'ai eu l'impression, mais ça c'est peut-être une impression, que cette douleur que j'avais lancinante depuis l'enfance s'était arrêtée. Vraiment, j'ai l'impression que je ne souffrais plus. Parce qu'il y avait un endroit, il était reconnu lui aussi. Ça veut dire que si lui il était reconnu, moi j'étais reconnue. Pour aider Fanfan à reconstituer son passé, nous avons fait appel à un cabinet de généalogistes et d'historiens. Ils ont retrouvé des informations sur l'histoire de la famille paternelle de Fanfan. Son arrière-arrière-grand-père est un grand intellectuel et il a par ailleurs découvert l'unique tribu juive d'Éthiopie, les Falachas. Des années plus tard, cette découverte a inspiré un film, Va, vis et deviens. Coïncidence extraordinaire, c'est le film préféré de Fanfan, alors qu'elle ignorait tout de cette histoire. Mais ce n'est pas tout. Ils ont aussi découvert que toute sa famille paternelle est inhumée à Paris, au cimetière du Père-Lachaise. Pour lui révéler toutes ces nouvelles, nous avons organisé une rencontre. C'était il y a quelques semaines à peine. Toute cette famille, là, tous ces gens dont on vient de parler, sauf Georges évidemment, on les a retrouvés à Paris au Père-Lachaise. Voilà. Ah ouais. Il y a un caveau familial au Père-Lachaise, dans le carré juif du cimetière du Père-Lachaise, où tout le monde, toute la famille est dans la tombe. C'est pas croyable. Donc ça, quand tu veux, c'est 100% vrai. Moi je pensais que c'était parti à Auschwitz aussi. Non, j'ai eu confirmation par l'administration du cimetière, des gens qui étaient enterrés dans ce caveau. Et donc ce qui est formidable, c'est que tu vas pouvoir... Alors je vais pouvoir aller les voir, être dessus, leur parler. C'est pas croyable, ils sont à côté de chez moi. J'habite à côté. Quel cadeau en fait, c'est pas possible. C'est extraordinaire ça. J'ai l'impression que vous me redonnez du sang dans les veines. Depuis cette révélation, Fanfan se recueille régulièrement auprès des siens au cimetière du Père-Lachaise. Dans ce caveau est réunie toute sa lignée paternelle sur 4 générations. Fanfan connaît désormais son histoire, elle n'est plus seule. Quand je regarde ce parcours, je me dis que je pourrais pas le refaire, quoi. Ça m'a épuisée, tout ça. Je pourrais pas le refaire. J'ai pas eu d'enfance ni d'adolescence. Et c'est presque maintenant que j'ai envie d'être une petite fille, une vraie. À l'âge que j'ai, c'est un peu bête, hein. Toute sa vie, Fanfan a tenté de percer le secret de ses origines. À force de ténacité, elle a réussi à lever le voile sur les dernières zones d'ombre de son passé. Libérée de son secret, elle est aujourd'hui apaisée et sereine, prête à livrer à ses enfants et à ses petits-enfants l'histoire de son secret de famille.